Préface. Lorsqu'un livre est sur le point d'être publié, l'éditeur demande à l'auteur ou à un petit camarade d'écrire une préface. Cette préface doit aider le lecteur à mieux comprendre l'ouvrage. La façon dont on présente habituellement les disques nous paraît alors un peu légère car la préface enregistrée n'est pas encore entrée dans les mœurs. S'il est nécessaire pour un livre d'être présenté, à plus forte raison pour un disque, il est nécessaire de connaître les sources profondes qui peuvent inciter un individu apparemment normalement constitué à livrer sa voix, ses débordements et les épanchements de sa nature intime à l'impérissable avenir d'un micro-sillon, surtout s'il s'agit d'un micro-sillon 33 tours en résine de vinylite. En effet, livré à lui-même, aux prises avec le miroir magnétique d'un appareil enregistreur, le subconscient délivré des contingences de la vie sociale intrinsèque et privé des limites du contexte intellectuel satellisant le continuum cervical, la scissure calloso-marginale et la prescience de son en-soi psychanalytique dont l'essence triphasée n'est qu'un percipi obnubilant, l'interprète risque d'oublier la cause même de sa présence et son texte manque de clarté. En conséquence, pour aider à comprendre dans quel état d'esprit ce disque a été réalisé, il m'était impossible de ne pas citer quelques anecdotes importantes qui décidèrent véritablement de ma carrière. Un jour, un de mes amis, en voyage d'études au pôle, où il se proposait d'étudier le complexe d'Édipe mêlé à une forte dose d'hermaphrodisme contrarié et laborieux chez les peuplades mammifères carnivores mâles des régions sensitoires et dubitatives du cercle artico-colloïdal, découvrit dans une crevasse qu'il avait au médius de la main gauche une sorte de Libidinus crimatinae. Croyant qu'il s'agissait d'un dicotylédone dialipétal passifloracé ordinaire, il le rapporta dans un sac au Muséum national d'astronautique où je le vis le dimanche suivant. Je l'admirais fortement lorsque le polytechnicien suédois qui me servait de guide me démontra qu'il s'agissait en réalité d'un Saccharomyces microderma acétique, vulgairement appelé chou de Bruxelles, ce qui me fit beaucoup de chagrin et fut une des raisons pour lesquelles j'entrepris de rechef ma croisade contre l'injustice. Voilà aussi pourquoi il était nécessaire pour ce disque de faire une préface. Mais une anecdote en appelle une autre. Au mois de janvier, un jeune pianiste, chirurgien amateur, décida de faire un sublimé corrosif d'acide acétylamino-hydrophénylarsenique, mais il oublia d'y mettre de la potasse. L'histoire peut paraître cocasse à certains esprits, mais il faut proclamer ouvertement qu'une erreur de cette envergure eût été évitée si les méthodes éducatives modernes ne prédisposaient pas la jeunesse à un certain cynisme. C'est en fonction de ces problèmes qu'il était nécessaire pour ce disque de faire une préface. Enfin, il faut aussi l'avouer, si l'on considère qu'un disque micro-sillon 33 tours en résine de vinylite doit avoir une durée moyenne de 20 minutes et que sans cette préface il eût été trop court, on comprend aisément pourquoi, pour ce disque, il était nécessaire de faire une préface. Je ne voudrais pas laisser se terminer cette soirée sans vous chanter quelque chose, et ceci pour deux raisons. La seconde, c'est que la plupart des gens pensent que le tour de chant doit être amusant ou distrayant, ce qui n'est pas du tout mon avis. En effet, je pense que c'est simplement un prétexte pour se pencher de plus en plus vers le social, et c'est dans ce sens que j'essaie du mieux que je peux d'apporter mon message. Je suis assez qualifié pour cette tâche car depuis très longtemps je m'intéresse à la psychologie, à la sociologie psychologique, à la psychologie démonologique, à la démonologie sociale et parapsychique et j'ai effectué une assez grande quantité de voyages. Je suis allé notamment dans la Sarthe, qui est un département vinicole, et dans la Sarthe, j'ai couru les librairies car il n'y a pas énormément de casinos. Et je me suis rendu compte d'une chose effarante, c'est que dans la Sarthe, Malraux se vend très mal. Je dois dire que ça m'a causé une profonde déception et ça m'a incité à me livrer auprès des personnalités paysannes à une série d'enquêtes d'où il ressort qu'à notre époque, on ne tient absolument plus aucun compte de l'œuvre prodigieuse de Rouget de Lisle, ce qui est une véritable catastrophe quand on pense que Rouget de Lisle a été un des plus merveilleux poètes que nous ayons jamais eu, qu'il a écrit des textes d'une grande beauté, d'une originalité certaine, dans un vocabulaire très précis, dans un langage très fleuri, et qui a pour beaucoup contribué au prestige littéraire que nous avons auprès des nations étrangères. J'ai cherché longtemps pourquoi Rouget de Lisle n'avait plus à notre époque la faveur du grand public, et je pense avoir découvert que c'est parce que Rouget de Lisle, à côté de ses merveilleux textes, tenait absolument à écrire de la musique, et malheureusement n'a jamais été capable d'écrire de la musique commerciale.
Il a bénéficié d'un lancement considérable. Il a écrit cette musique à une époque où c'était vraiment le genre de chanson qui marchait. Il a d'ailleurs été soutenu par quantité d'orchestres, mais malheureusement, il n'a jamais su toucher le dancing. Et vous savez que pour réussir dans la chanson, il faut faire de la musique spécifiquement bal musette. Or, on peut constater avec tristesse que Marino Marini, par exemple, n'a presque jamais enregistré de Rouget de Lille, et je crois qu'il faut le déplorer. Quand j'ai pris conscience de tous ces problèmes essentiels et relatifs à notre vie journalière et quotidienne, j'ai décidé de ramener les grandes foules vers les sources de l'art authentique, et c'est dans cet esprit que je voudrais vous chanter ce soir une chanson qui a pour but de réconcilier le clergé et la masse ouvrière et qui s'intitule « L'histoire triste ». Une dame de charité qui voulait jouer du piano, un matin s'en est allée à Rio de Janeiro. Oui, mais là-bas, quel malheur, elle n'a jamais pu trouver un assez bon professeur pour pouvoir lui inculquer les notions élémentaires pour user de l'instrument, pour pas vivre dans la misère. Elle entra dans un couvent. Ainsi, vous voyez l'histoire, elle eût pu être virtuose, mais le destin qui est bizarre ne lui permit pas la chose. Mais aussi, quelle drôle d'idée quand on veut jouer du piano que de vouloir s'en aller à Rio de Janeiro. Toujours dans la même ligne de conduite, c'est-à-dire dans l'austérité et dans la haute rigueur morale qui caractérise les humbles, je voudrais maintenant vous interpréter vocalement une chanson que j'ai dédiée au pape. Vous savez que le pape n'est pas du tout ce qu'on dit, c'est un homme très comme il faut, et qui est sans cesse en proie à des attaques tout aussi cruelles qu'injustifiées. Récemment encore, il a été pris à partie car des publicistes ont utilisé son nom, il est assez connu, et je crois même que c'est à peu près le seul Italien qui ne soit pas chanteur d'opéra et qui ait réussi à faire une carrière internationale, et on a utilisé son nom pour faire de la publicité. On a notamment publié un slogan « Le pape fait des bulles grâce à Père Savon », ce qui était d'un goût tout à fait approximatif et a d'ailleurs considérablement déplu au Saint-Siège. Les gens du Saint-Siège en sont restés assis, ils ont envoyé une note de protestation par l'intermédiaire de Roger Perfit pour qu'on modifie le slogan. On l'a modifié malheureusement, je dis malheureusement car on a mis à la place « Ponce Pilate se lave les mains grâce à Père Savon » et ça n'a absolument rien arrangé. Il en demeure pas moins que le pape est un homme de grand mérite, de grande culture, qui est très élégant, qui reçoit beaucoup, qui est toujours à la pointe de l'actualité, on pourrait même dire à la pointe de la mode. Vous savez que c'est lui qui a préconisé le premier l'emploi de la robe sac chez les dominicains, et ceci bien avant les collections de printemps. Et il était tout à fait logique de rendre hommage au pape, d'autant que si l'on réfléchit bien, celui-ci n'a pas tellement la vie belle, car il ne fait partie d'aucun mouvement syndical, par conséquent, quand les affaires vont mal, il ne peut pas se plaindre au patron. Deuxièmement, et par voie de conséquence, il ne bénéficie pas des prestations familiales. Et troisièmement, il a un costume extrêmement salissant. Et quatrièmement, point sur lequel il faut particulièrement insister, le soir en rentrant du travail, il n'a absolument personne avec qui il puisse causer métier. Et ça, je trouve ça très affligeant, mais je l'ai dit 100 fois, c'est le danger de la spécialisation. J'ai voulu que cet hommage soit un hommage vocal et rimé à la fois, car le pape n'est pas du tout ennemi des choses spirituelles, c'est même son violon d'Ingres, et que pour éviter tout dépaysement, cet hommage soit présenté sous la forme d'un oratorio pour guitchant à soufflerie mécanique et clavier manuel horizontal, que j'ai intitulé « Givati, Givaticor ». Il faut en croire les évêques qui dans les cathédrales n'ont presque pas de morte saison, il ne faut pas jouer avec les lois qui régissent le ciel et notre salut éternel. S'il faut en croire les sorcières qui dans les rites du sabbat des mystères de l'au-delà ont une connaissance entière, il faut servir dévotement le mauvais ange qu'est Satan. Quand la mort viendra nous frapper de sa grande aile de corbeau, que nous faudra-t-il présenter notre plaidoirie au Très-Haut, ou bien nos excuses aux méchants? Nul ne connaît le dénouement, car que l'on tombe dans le gouffre, ou que l'on soit au ciel jugé, on risque bien des deux côtés, ou d'être brûlé par le soufre, ou noyé dans le bénitier. S'il faut en croire les prophètes qui vécurent au Sinaï,
Le grand péché sur la planète, c'est de se servir du zizi, sans tenir compte évidemment du 9e commandement. Mais si l'on en croit les ouvrages qui donnent conseil aux amants, c'est bien dans le libertinage qu'on passe les meilleurs moments et qu'on découvre le bonheur, au moins pendant 3 bons quarts d'heure, si on fignole. Mais quand le dernier jour venu, il faudra au grand tribunal répondre de notre vertu ou prouver qu'on a fait le mal entre le diable et le bon Dieu. Qui sera le vainqueur des deux? Car que l'on tombe dans le gouffre ou que l'on soit au ciel jugé, on risque bien des deux côtés. On risque bien des deux côtés, ou d'être brûlé par le soufre ou noyé dans le bénitier, ou d'être brûlé par le soufre ou noyé dans le bénitier. Dans un genre extrêmement différent, je voudrais maintenant vous chanter une chanson pétulante et pleine de vie qui correspond en fait à ma véritable nature. C'est une chanson dont j'ai fait les paroles sur une musique que j'avais faite 2 jours avant au Festival liturgique de Bourges et que j'ai montrée en catimini et à la piscine à Monseigneur qui a bien voulu me faire l'immense honneur de la trouver cocasse. Elle s'intitule « Le mambo du légionnaire ». Sur un piano systématiquement faux, un légionnaire énigmatiquement beau jouait pour oublier ses tourments, la toccata qu'il aimait tant. Une danseuse exceptionnellement belle, avec des hanches sensationnellement telles, qu'on aurait dit un souple tanagra, dansait au son de la toccata. Le simonure, les sur les dunes qui croulent, les le sable caraco, les sur les galets roux, les sur les palmiers qui pendent, chez leur tronc qui se dessaient, chez le sirocco se chez faisait des ricots, chez quand le vent soufflait que la tempête ronflait, l'eau n'avait pas de reflet, les sources se camouflaient et le désert s'étendait sous le bruit crescendo des coups de tonnerre qui grondaient quand les éclairs descendaient. Le soleil dardait ses rayons sur les doigts, des moustiques cavalcades, des fous comme des farfades, des chameliers qui passaient, les cheveux se hérissaient, car devant se dressaient des mirages qui plusaient, des eaux qui prouvaient que lorsque l'on ne pouvait plus marcher, si l'on avait mal aux pieds, on en crevait, car le sable faisait des tombasseux qui descendaient dans ce curieux blé doux. Dès le matin, on entendait mambo sur un piano systématiquement faux, un légionnaire énigmatiquement beau jouait pour oublier ses tourments, la toccata qu'il aimait tant. Et la danseuse exceptionnellement belle, avec des hanches sensationnellement telles, qu'on aurait dit un souple tanagra, danser sous le ciel du Sahara. Gag désopilant au Sahara, tant que les moussemets et les légionnaires au Sahara, pourront faire des fugues et des toccatas. Si vous le permettez, je voudrais encore vous chanter une chanson qui a pour but de réconcilier le clergé et la masse ouvrière. Vous allez peut-être me demander pourquoi j'essaye toujours de réconcilier le clergé et la masse ouvrière. C'est parce que je pense qu'à ça.
Je ne peux pas vous donner d'explication logique, je ne sais pas exactement d'où ça vient, je pense que ça vient de mes origines. Il faut dire que je suis né dans une famille où nous avons reçu une éducation extrêmement sévère et chez nous la maxime était, je pense, donc jésuite. Fatalement, ça m'a marqué jusqu'à l'adolescence. D'autre part, puisque l'occasion m'est donnée de parler ce soir devant un auditoire, je voudrais faire une mise au point car depuis quelque temps je reçois des lettres anonymes et l'on m'accuse de n'avoir ni moralité ni religion. Je trouve ça très vexant et très injuste car on a le droit de dire bien des choses sur moi mais on ne peut pas dire que je n'ai pas de religion. De la religion j'en ai et la meilleure preuve que je puisse donner c'est que la Bible a toujours été mon livre de chevet. Il n'entre absolument pas dans mes intentions de critiquer la Bible, je trouve que c'est un très beau livre, très bien écrit et très bien relié. Et je trouve même que c'est véritablement le chef-d'œuvre du suspense. C'est un livre qui est plein de mystères, plein de passion, les personnages y sont très nombreux et pourtant fort bien décrits. Le début est vraiment sensationnel, la fin est un peu faible, mais c'est comme tous les ouvrages qui ont été édités avant la Première Guerre mondiale, ça a considérablement vieilli, et de toute façon, on n'a pas le même humour qu'à l'époque. Mais pour vous montrer jusqu'à quel point la Bible est un remarquable ouvrage de mystère, je voudrais vous raconter le premier épisode, c'est-à-dire le moment où les personnages font connaissance et où se noue l'intrigue. Au début du récit, nous avons deux personnages en présence, un homme et une femme, c'est comme dans Sagan, et cet homme et cette femme sont respectivement le premier homme et la première femme, Adam et Ève. Adam et Ève, par un moyen que je ne voudrais pas préciser dans les détails intimes et qui risquerait de devenir scabreux, ont deux enfants, et ces deux enfants sont deux garçons. Et c'est là qu'apparaît le mystère, car la suite du récit nous apprend qu'à leur tour, ces deux garçons ont des enfants. Je ne voudrais pas m'appesantir lourdement sur le côté bizarre de la situation, mais je pense que ça vaut la peine d'être souligné, car en principe, c'est un livre qui doit pouvoir être mis entre toutes les mains, et il est préférable d'être prévenu en ce qui concerne les réponses à faire aux questions que peuvent poser les enfants. Car, véritablement, on est en droit de se demander comment ces deux garçons ont pu faire pour avoir des enfants, même avec la protection de l'Église, ou alors, il y a des trucs que je ne connais pas. J'ai toujours été très intrigué par ce phénomène qui est un véritable défi aux lois élémentaires de l'équilibre physique et je me suis penché très attentivement sur cette question. J'ai émis un certain nombre d'hypothèses, je vous les donne pour ce qu'elles valent. Comment ont-ils pu faire? Je ne pense pas que ce soit avec la mère parce que c'est pas moral et je ne pense pas que ce soit avec le père parce que c'est pas pratique. Alors, je cherche. Ça, c'est le côté clergé. En ce qui concerne le côté masse ouvrière, c'est un peu différent. Il faut signaler tout d'abord que tant qu'il existera conjointement clergé et masse ouvrière, il y aura toujours opposition pour tout un tas de raisons, dont les plus frappantes sont qu'ils ne sont pas habillés de la même façon, qu'il y en a certains qui font des choses que les autres ne font pas le samedi soir, et qu'il y en a qui mangent mieux que les autres, en particulier le vendredi. Mais ça, mis à part, si on parle de masse ouvrière, il est tout à fait nécessaire d'attirer l'attention sur une catégorie sociale dont on ne fait pas assez cas à notre époque. Je veux parler des P3. Ceux d'entre vous qui s'intéressent aux petites annonces ont certainement remarqué que les firmes d'automobiles font une consommation que j'estime pour ma part tout à fait abusive de P3. Les P3 sont les professionnels troisième catégorie, très belle catégorie d'ouvriers spécialisés, dont on parle de temps à autre à l'occasion des remises de décoration du travail ou pour le prix Cognac, mais qu'on ne choisit jamais comme héros de romans ou de chansons. Et à mon avis, c'est une erreur grossière, car les P3 sont des ouvriers, et les ouvriers, ça vaut largement les druides. C'est pourquoi j'ai voulu réparer cette injustice en écrivant tout spécialement la complainte du P3. Du début jusqu'à la fin de la semaine, je suis P3 chez Citroën. C'est un bon petit boulot, avec cantine et avantages sociaux. Je suis copain avec Nénès, qui est le délégué du syndicat. À la chaîne des boîtes de vitesse, je suis heureux comme un roi. D'autant plus que le samedi et le dimanche aussi. On va danser la java. Maria, c'est la jouvencelle chez qui je vais tous les midis pour faire chauffer ma gamelle sur son petit bain-marie. Je l'ai connue l'année dernière au bal de la RATP où ce que travaillait son frère comme prêtre ouvrier. Et ce jour-là, messieurs, dames, à la salle Wagram,
avec Maria. On a dansé la java. Comme on s'aime tout comme Adam et Ève, on va bientôt se marier. On attend la prochaine grève pour que je sois augmenté. Comme m'a dit mon contremaître, quand on est jeune, faut se dépêcher. Aussi un enfant va naître qu'on appellera Irénée. Irénée, le divin enfant, et le soir, sans un mot, autour du berceau, avec Maria, avec Maria. On ira danser le tango